3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et avant de vous parler du sujet, vous l'avez vu, la suite de mon top 100 NBA actuel, il faut que je vous parle du sponsor du jour, les frérots de Trip Double. Là, pour la saison 2023-2024 en NBA, les préinscriptions viennent d'ouvrir, et vous aurez l'occasion de participer à un voyage clé en main aux États-Unis, 100% en NBA, et potentiellement avec moi, c'est ça la petite surprise. C'est l'occasion de partir dans des villes comme Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami, et peut-être même la Nouvelle-Orléans, Boston et Philadelphie, si les demandes sont assez importantes. Et surtout de participer à des fan expériences de ouf, comme accéder au parquet, comme vous le voyez sur la photo. Non, vraiment, si vous êtes fan de basket américain et que vous voulez vous faire un petit kiff aux États-Unis, seul ou accompagné, Trip Double doit être votre ami. Là, on attend la publication du calendrier NBA pour savoir exactement à quel séjour je vais pouvoir participer, mais en attendant, ne loupez pas le coche. Allez vous préinscrire dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Et ouais, avec Trip Double, tout ce dont vous avez jamais rêvé et qui concerne la NBA devient immédiatement à votre portée. Mais bref, même si Trip Double c'est trop cool, revenons à notre sujet du jour, la suite de mon top 100 NBA actuel. Je vais pas en faire plus parce que normalement le concept vous le connaissez et de toute façon je reviendrai dessus juste après, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quel joueur se classe de la place 80 à la place 61 dans mon top 100 NBA actuel ? Donc là, la saison elle est terminée et je reprends un projet que j'avais fait l'année dernière, donc c'est la deuxième année de suite que je le fais, j'avais bien aimé, c'est mon top 100 actuel. Donc après vous avoir présenté les places 100 à 81 il y a quelques semaines, j'ai dû faire une pause, je pensais faire tout ça à la suite, mais il a fallu parler de tout plein de choses, avec la draft notamment au NBA et pas mal de choses qui se sont passées. J'ai mis ce projet en stand-by pendant quelques semaines, mais aujourd'hui on reprend et on enchaîne avec 20 places de plus, histoire de continuer à voir qui est entré dans le classement, qui en est sorti, qui est monté, qui a baissé, et essayer de voir justement comment ça évolue un an dans ce classement. Donc je rappelle ici le concept, justement c'est pour ça que ça va être intéressant de voir l'évolution, c'est parce que on va pas voir ou juger ou évaluer qui a connu la meilleure saison parmi les joueurs ou qui jusque-là a connu la meilleure carrière, pas du tout. Si vous êtes là-dessus, c'est que vous êtes pas sur le bon concept. Là nous on va essayer de voir vraiment qui sont les 100 meilleurs joueurs dans l'ordre, donc de la place 100 à la place 1 quand on parlera du dernier live, en imaginant qui serait le meilleur parmi eux si aujourd'hui, là, à l'instant T, on les mettait tous sur un terrain en bonne santé, avec leur niveau aperçu le plus récemment, et qu'on essayait de construire la meilleure équipe de 100 possible pour réaliser la meilleure saison régulière 2023-2024, par exemple. Bien sûr que, pour moi, vu que je disais que une grosse partie de l'évaluation va correspondre à ce que j'ai vu le plus récemment, donc bien sûr que ce qui a été fait en playoff, ça aura de l'importance. Mais en parallèle, si avant aussi t'as montré de belles choses, ou si t'as pas fait les playoffs, mais que t'as montré un niveau excellent, tu seras obligé de prendre ça en compte aussi. Donc après, évidemment, ça c'est chacun un petit peu voit les choses comme il veut, et c'est pour ça que ce genre de top est très subjectif. Certaines personnes vont donner énormément de valeur à ce qui s'est passé en playoff, d'autres iront jusqu'à peut-être 3-4 ans derrière en disant ouais mais ça fait 4 ans qu'ils montent des choses et c'est quand même vachement important, d'autres jugeront plus de la saison, ça vraiment ça appartient à chacun. Juste, je veux que vous compreniez qu'on ne juge pas que la saison, que voilà, c'est subjectif, que des désaccords entre vous et moi va y en avoir plein, c'est sûr et certain, c'est le jeu, parce que de toute façon, moi j'ai pas la prétention ici de dire que je vais faire un top 100 unanime, ça n'existe pas de toute façon, donc pas du tout, il s'agit ici de mon top 100 NBA 2023, et justement, ça c'est le petit truc cool, pour qu'on puisse s'amuser ensemble, moi je vous propose à vous aussi de faire le vôtre. Et pour ça c'est simple, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez votre top de la place 1 à la place 100, pas besoin de justification, juste une liste de 1 à 100, à l'adresse top100.6homme@gmail.com, ceux du best of YouTube vous la trouverez dans la description dans les premières lignes, cette adresse, et sachez que pour vous motiver un peu, justement pour que vous participiez à ce top, parce que j'ai envie, il y aura un abonnement au League Pass pour l'an prochain qui sera mis en jeu, ce sera un qui aura fait ça sérieusement, parce que les trolls forcément je vais pas les faire gagner au tirage au sort, mais j'en tirerai un au sort parmi tous ceux qui ont envoyé leur top 100 et je le contacterai cet été, il recevra un code pour obtenir le League Pass et c'est quand même un sacré beau cadeau. Donc déjà sachez que des tops j'en ai reçu quelques-uns, j'en ai même reçu pas mal et j'étais agréablement surpris par le nombre de tops que j'ai reçus et je suis même plutôt épaté de votre taf, alors même si j'ai pas encore pris le temps de vraiment les débriefer, j'ai jeté un œil à quelques-uns et tous ceux que j'ai regardés vous l'avez fait avec sérieux et vous vous êtes rendu compte que c'est pas simple et pourtant vous l'avez fait, donc bravo à
vous. Et puis tous ceux qui l'ont pas fait, let's go, hein. Vous aussi tentez votre chance pour un League Pass, go participer, go tenter l'exercice pour tenter votre chance. Et moi en plus de ça, ça va m'être très utile parce que ça me permettra à la fin de faire la moyenne de tous vos tops, de faire le top 100 de la commu, afin qu'on compare à la fin quels sont nos plus gros désaccords, et tout ça, ça va être cool. Voilà pourquoi je compte sur vous, et vu qu'il y a un League Pass à gagner, il n'y a rien à perdre, let's go. Moi je vous attends sur l'adresse mail que vous trouverez dans la description de YouTube. On commence avec Nick Claxton aujourd'hui, que j'ai mis à la place 80. Donc encore un pivot, on s'en rappelle, il y en avait eu déjà pas mal dans mon premier tome, dans les places 100 à 81. Et là, donc voilà, Nick Claxton, que je mets finalement devant pas mal de pivots. Lui, finalement, si je l'ai fait craquer le top 80, alors qu'il était même pas dans les 100 l'an passé, vous voyez, en haut à gauche, il y a marqué New, ça veut dire qu'il était pas dans le top. Mais c'est que j'ai trouvé qu'à Brooklyn, il avait montré une progression qui a vraiment été fulgurante cette saison. Et ce que j'aime, c'est qu'il a pas forcément dû attendre les départs de KD ou de Kyrie pour percer. Non, Nick Claxton, il a été excellent, notamment défensivement, dès le début de la saison. Le mec, il est super mobile, il a des bras élastiques, il a de super instincts de contreur aussi, et déjà pour moi, il s'est imposé comme un défenseur super prometteur à son poste. Il a montré que pourquoi pas, un jour, il aurait le niveau pour être Deepoy, on sait jamais. En fait, moi j'aime que le mec, il puisse switcher, il puisse aussi aller défendre au périmètre, il peut le faire, puis revenir en 3 appuis si besoin pour aller poser un swat dans la raquette. Tout ça, c'est très fort. En attaque, ok, c'est pas la même chose, il a moins de talent, c'est surtout un finisseur, mais tout ça, il le fait bien, avec beaucoup de toucher, et en tournant à plus de 70% de réussite au tir au global, il vient de dominer la NBA en termes de pourcentage. Parmi ceux qui ont pris assez de shoot pour être dans le classement, Nick Claxton était numéro 1, et ça aussi, moi, ça me parle, ça montre que même offensivement, c'est un joueur efficace. Tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un joueur qui, certes, n'a pas énormément de qualité pour marquer des points, mais qui n'a pas peur d'aller au contact, qui n'a pas peur de mettre l'épaule aussi, de rentrer dedans dans ses défenseurs, mais aussi parce que, avec sa vitesse, c'est un joueur qui court vite en transition, et qui peut s'accorder des points faciles. Si on ajoute à ça le gros impact qu'il a eu en playoff face à Joel Embiid lors des 4 petits matchs que les Nets ont joués là où ils se sont fait sweeper, moi j'ai trouvé que Nick Claxton avait été très bon, il s'était battu, alors même si les Nets se sont fait dominer, Claxton a fait son taf, et je trouve que ça en fait des bons arguments pour lui, suffisamment en tout cas pour le mettre à la place 80 de mon top 100 NBA 2023. Pour Nick Claxton, globalement vous êtes d'accord, je vous ai demandé à chaque fois si vous le voyez à peu près dans ce range, si vous le voyez 8 places plus bas ou si vous le voyez 8 places plus haut. Et en gros, pour 66% d'entre vous, ce joueur est à sa place, pour 17% d'entre vous, il aurait dû être dans le top 72, et pour 17% d'entre vous, il aurait dû être après la place 88. Donc finalement, on voit que ça divise un petit peu. Globalement, pour vous, Nick Claxton est à sa place, et ça me convainc pas mal, et ça me satisfait. Ça montre qu'on part sur un épisode aujourd'hui, sur des plutôt bonnes bases, sans partir sur un désaccord, même si je suis persuadé qu'il y en aura. Place 79 maintenant, et je vous parle de Mike Conley. Et Mike Conley, c'est plus le joueur qu'il était avant, ça c'est sûr et certain. Et pourtant, à 35 ans, je lui ai fait gagner 7 places par rapport à mon classement de l'année dernière. Et ça, j'imagine que vous pouvez trouver ça plutôt étonnant. Et en fait, moi si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que je me rappelle l'an passé, avec le maillot d'Utah, il m'avait un petit peu déçu. Moi je le pensais cramé, et je pensais que sa carrière, elle allait couler au fur et à mesure, et franchement j'attendais quasiment rien de lui cette saison. Sauf que là, cette année, notamment depuis son transfert à Minnesota, moi j'ai trouvé que le meneur, il nous avait prouvé qu'il en avait encore dans le réservoir. Parce que chez le Jazz, là, en début de saison, il était surtout cantonné à un rôle de playmaker qui essayait de faire jouer les jeunes. Mais chez les Wolves, en fait, il a montré qu'il pouvait toujours être agressif au scoring. Il pouvait, je pense que le fait de retrouver un petit peu de la compétition et des ambitions, ça l'a bien aidé. Et il a montré qu'il pouvait toujours mettre sa petite quinzaine de points par match, jouer juste aussi, ça c'est important, parce que c'est un vétéran qui fait souvent les bons choix, défendre un minimum, et surtout retrouver une adresse qui semblait avoir complètement perdu à Salt Lake City. Ce bon niveau, Mike Conley, il l'a confirmé en playoff, en faisant peu d'erreurs, j'ai trouvé, sur le premier tour avec Minnesota, en apportant souvent ce que le flow du jeu, je trouvais, demandait d'apporter, en gérant le tempo bien comme il faut chez les Wolves, et en affichant aussi une attitude assez exemplaire au niveau du comportement, qui a fait du bien, notamment à Rudy Gobert, pour l'aider à se remettre dans le bain, lui qui avait eu un petit peu de mal à faire sa place à Minnesota. Quand son pote Mike Conley d'Utah est arrivé, j'ai trouvé que ça allait mieux, et pour ça, petit coup de chapeau à Mike Conley. Alors je me dis que oui, malgré son âge, finalement, malgré les doutes que j'avais l'année dernière, le meneur d'Utah, ça reste un meneur de Minnesota maintenant, ça reste un meneur de grand talent, et c'est pour ça que ça m'a surpris moi-même, mais je le fais bien grimper de cette place aujourd'hui, et je le mets en 79. Pour Mike Conley, ça divise un petit peu plus, beaucoup d'entre vous l'ont mis plus bas, bon, 50% d'entre vous quand même pensent qu'il est à sa place ici, 44% l'auraient vu après la place 87, 6% d'entre vous quand même l'auraient vu dans le top 71, là ça me semble un peu haut, je comprends ces désaccords, pour moi,
il a encore un très bon niveau et cette place 79, il la mérite. Pour vous, il est peut-être déjà cramé, peut-être déjà trop vieux et donc il mérite pas sa place ici. Peu importe, moi cette place, je la trouve vraiment très bonne pour Mike Conley et je trouve ça même mérité qu'il ait pu augmenter de cette place par rapport à mon classement de l'année dernière où j'avais peut-être un petit peu sous-estimé. Et en place 78, voici Anthony Simons. Et avec lui, on vient de parler de Mike Conley, et là on est sur un type d'arrière complètement différent. De toute façon, Mike Conley c'est plutôt un meneur de jeu, et Anthony Simons c'est plutôt un poste 2. Si je l'avais pas mis l'année dernière dans mon top 100, malgré sa très bonne fin de saison à Portland, c'est que j'en demandais plus de sa part, sur un échantillon plus conséquent. J'avais trouvé qu'il avait fait des bonnes choses à un moment où l'équipe coulait sur seulement quelques mois, et malgré tout le potentiel qu'il avait, moi comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas juger au potentiel d'un joueur, je veux juger sur les faits qui sont accomplis, et je trouvais qu'il en avait pas accompli assez. Et bien cette saison, en obtenant définitivement sa place de starter aux côtés de Damian Lillard sur le backcourt, j'ai trouvé que l'arrière, il avait prouvé qu'il pouvait être un scoreur assez impressionnant, même sans forcément être l'option 1 de sa team et avoir tous les ballons comme c'était un petit peu le cas en fin de saison dernière dans une, on va pas le cacher, dans une bouillie de basket que jouaient les Blazers. Après moi je dois l'avouer, ça reste quand même un joueur qui est assez irrégulier, c'est sûr et certain, qui lui, comparé à Mike Conley juste avant, peut faire pas mal d'erreurs, pas mal de déchets, qui est encore en progrès, qui est encore en construction, mais ce que j'aime bien, c'est que mine de rien, les Blazers, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils lui font confiance, ils l'ont drafté très jeune, et la patience avec lui commence à payer. Maintenant, ce que je vais lui reprocher, c'est que en défense, c'est clair qu'il a du potentiel, il a des grands bras, il est mobile, mais je le trouve encore en dessous de la moyenne, avec beaucoup d'erreurs encore, et je me rends compte que même s'il a un petit peu amélioré son playmaking et sa vision de jeu, c'est tout à son honneur, offensivement, c'est toujours pas un mec auquel je vais faire confiance pour distribuer le ballon et faire tout le temps les bons choix, un peu comme ce que je disais sur Mike Conley avant. Anthony Simons, ça reste surtout un dynamiteur, un scoreur de série. N'empêche que ça, il le fait très bien. Il le fait très bien et c'est aussi pour ça que je le classe comme ça aujourd'hui. Et donc voilà, si désormais, je conserve encore des doutes à son propos par rapport au fait, est-ce qu'il est vraiment capable d'avoir un rôle d'arrière titulaire peut-être dans une team ambitieuse et est-ce que c'est vraiment logique de lui donner autant de tickets shoot dans une équipe qui a des ambitions? Pour l'instant, j'en sais rien. N'empêche que tout le reste, ça me semble bon. Il a prouvé sur la durée qu'il pouvait quand même marquer 21 points par match. Et donc moi, je suis bien content de le faire rentrer dans mon top à la place 79. Mais en parallèle, avec les doutes que j'ai, je veux pas non plus trop m'enflammer trop vite en le mettant plus haut, Anthony Simons. Pour Anthony Simons, on est plutôt d'accord. Vous êtes 72% à valider cette place. 22% d'entre vous l'auriez classé plus bas dans ce top. Donc ça veut dire après la place 86. Et 6% d'entre vous l'auraient mis dans le top 70. Je trouve ça peut-être un petit peu haut, mais pourquoi pas? Non, ça veut dire que, globalement, sur Anthony Simons, on est plutôt sur un accord et c'est tant mieux. En place 77, on continue avec les nouveaux entrants. Et Josh Giddey, je le mets et je suis bien content de le mettre parce que quel progrès il a fait, moi j'ai trouvé cette année du côté d'OKC, en se montrant complètement comme le complément parfait, j'ai envie de dire, de SGA, de Shai Gilgeous-Alexander sur les postes arrière. Moi j'aime voir que cette équipe du Thunder, elle progresse au fur et à mesure que leur jeune avance et ça je trouve ça cool comme espèce de projet sur la durée en pensant à l'avenir. Et clairement, pour la bonne saison qu'a fait OKC, qui franchement j'imaginais que l'équipe allait tanker et finalement elle a montré qu'elle valait bien plus qu'une équipe de fond de tableau, je donne à Josh Giddey une bonne part de responsabilité dans cette espèce de step-up collectif qui a réussi à faire la team. Lui, de toute façon, il faut se rendre compte, c'est une sorte de magicien. C'est un playmaker élite qui lit et qui anticipe le jeu comme peu de monde en NBA et qui arrive vraiment, et ça j'adore, à trouver des angles de passe qui sont complètement imprévisibles. Mais tout ça, en fait, il savait déjà le faire la saison précédente. Par contre, à côté de ça, moi je trouve que le domaine dans lequel il a le plus progressé, c'est dans sa justesse, dans sa sélection de shoot. Il a augmenté ses pourcentages de façon impressionnante depuis l'an dernier, parce que l'an dernier, il avait ce côté un petit peu croqueur qui prenait des shoots un petit peu hors tempo et qui ne rentrait pas. Là maintenant ça se voit, il s'est adapté au rythme de la NBA, il sait quand shooter, quand faire la passe et quand créer pour lui ou quand créer pour les autres. Et ça j'aime bien parce que c'était vraiment un aspect qui était un petit peu compliqué pour lui jusque-là. C'est un mec qui a un handle très affûté, qui hésite beaucoup moins maintenant à l'utiliser pour progresser jusqu'au cercle, pour ensuite marquer des points assez faciles, grâce à un toucher qui est excellent. Et ça, je trouve que en partie, ça l'a fait gagner en justesse, et c'est tout à son honneur à lui aussi. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est devenu une pièce fondamentale pour le futur du Thunder, mais aussi pour le présent du Thunder, et ça j'y tiens, vu que c'est ça qu'on juge aujourd'hui. Et pour moi, ça valait bien une place 77 dans ce top 100 NBA 2023. Pour Josh Giddey, encore une fois, on est sur un accord globalement, même si on a vu qu'il y avait des accords aussi. Vous êtes 53% à valider cette place, 29% d'entre vous l'auriez mis plus haut dans le top 69, et 18% d'entre vous l'auriez mis plus bas
après la place 85, notamment en raison de son manque de défense. Plus haut, ça me semble un peu exagéré, pour moi il en a pas assez fait. Plus bas aussi, derrière le top 85, ça me semble compliqué. Moi son manque de défense, je veux bien l'entendre, mais s'il défendait fort, clairement je le mettrais bien plus haut. N'empêche que c'est un joueur très polyvalent, qui fait des stats dans tous les secteurs, dans tous les domaines, qui joue très juste, et qui est beau à voir jouer, même si ça doit pas vraiment rentrer en compte. J'apprécie le joueur qu'il est en train de devenir, et donc globalement on est d'accord pour cette place 77. Allez, place 76 maintenant, et voici Jonas Valanciunas. Et oui, Valanciunas, je lui ai fait perdre 10 places par rapport à la saison dernière, c'est sûr, mais grosso modo, cette année, j'ai à peu près eu l'impression qu'il a fait ce que j'attendais de lui, pas moins, quoique peut-être un petit peu moins quand même, mais surtout pas plus non plus, et ça se voit dans ses stats, même si j'aime pas trop justifier une place avec des stats, là clairement on le voit, et en fait moi surtout ce qui me choque, c'est que son temps de jeu a diminué, il joue moins de 25 minutes par match cette saison, et le problème avec lui, c'est que offensivement, clairement, et c'est pour ça qu'il est toujours dans ce top 100, il a vraiment de l'or dans les mains, avec son bon physique, qui sait très bien utiliser, avec son bon footwork, et le toucher qu'il a aussi, c'est ses petits hooks sur lesquels il est excellent, et sans grosse qualité athlétique, ça reste un joueur qui est capable de scorer sur énormément de défenseurs, et cette capacité-là, si on y ajoute son vrai sens du rebond, ainsi que sa faculté à tourner en double-double depuis des années, pour moi ça lui permet déjà d'atteindre la 76e place, d'autant plus quand je vois qu'en play-off, avec 14 rebonds par match, il a fini meilleur rebondeur de la NBA sur la post-season. Cependant pour moi, et c'est ça qui me gêne, il possède toujours les mêmes failles, elles sont défensives et elles sont réelles. Valanciunas, il est pas assez mobile pour switcher, il est pas assez athlétique non plus pour vraiment protéger le cercle ou pour mettre des contres, et ça c'est presque pas loin d'être rédhibitoire, et c'est une des raisons qu'il explique que malgré tout son talent offensif, il joue même pas 25 minutes par match cette saison. Voilà pourquoi, pour moi, le Lituanien, bien sûr, il est dans le top 100, mais c'est cette absence de défense et c'est ce petit côté handicapant qui fait que tu peux pas le mettre face à tous les 5, face à un 5 small ball, t'es complètement perdu avec un Valanciunas, mais ça l'empêche de craquer le top 75. Allez, premier désaccord pour aujourd'hui. Pour Jonas Valanciunas, vous êtes que 28% à le voir dans ce range, vous étiez 17% à le voir top 68, par contre vous êtes 56% à le voir après la place 84. Je trouve ça sévère. C'est vrai que sa saison a pas été à la hauteur, mais moi je trouve que ce qu'il a montré sur des années, ça permet d'être persuadé que Jonas Valanciunas c'est un joueur sûr. Et pour moi aujourd'hui, oui, si je devais créer une équipe qui allait le plus loin possible, je mettrais Jonas Valanciunas devant plein d'autres pivots, dans la mesure où clairement c'est vrai, j'aurais pu en attendre plus de sa part cette saison. Défensivement il reste un problème, n'empêche que c'est un mec qui clairement va avoir un poids sur la win, va pouvoir mettre des points sur pas mal de défenseurs et tourner en gros double-double tout le temps, et ça j'apprécie. Voilà, c'est pour ces certitudes là que moi je le mets à sa place. Je comprends ceux qui le mettent plus bas, mais clairement vu ce qu'il a montré sur toutes ces dernières années, pour moi ça fait toujours partie des joueurs assez sûrs et des pivots assez sûrs, c'est pour ça que je le mets à ma place 76. Maintenant, on arrive à la place 75. C'est le 6e joueur que je présente aujourd'hui, et c'est déjà le 4e nouvel entrant. Donc là, je parle de l'allemand Franz Wagner, comme vous le voyez sur le visuel. Donc là, même si on parle d'un joueur qui n'a que 21 ans, aujourd'hui, de toute façon, on va pas juger sur l'âge, c'est pas parce qu'il a que 21 ans qu'on va le mettre plus haut que d'autres. N'empêche qu'en NBA, je ne vois que peu de joueurs qui, à sa taille, dispose d'une espèce de panoplie offensif si fournie. On parle d'un mec là qui peut porter la balle en pick and roll, qui peut accélérer le jeu en transition, qui peut attaquer le cercle, qui peut scorer de loin, qui peut être efficace off-ball, tout en ayant une vraie vision de jeu, un sens de la passe réel. Vous voulez quoi de plus? Son footwork est excellent, ses lectures sont très correctes, et d'ores et déjà, même si c'est vrai qu'à Orlando, l'équipe jouait pas grand chose, et ça le handicape peut-être un petit peu dans le classement, il paraît tout de même déjà avoir les qualités pour être un scoreur aux 3 niveaux dans quasiment toutes les équipes NBA. Ajoutons à ça qu'il défend pas trop mal, que c'est un mec plutôt mobile, plutôt intelligent, plutôt polyvalent, mais aussi qui peut complètement assumer le rôle de lieutenant là à Orlando de Paolo Banchero sans rechigner, et je crois que ça suffit. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, je pense pas, on va s'arrêter là. C'est pour ça que, selon moi, alors qu'il n'était pas du tout classé l'année dernière, aujourd'hui, Franz Wagner, il mérite sa place 75. Pour Franz Wagner, on va pas en faire beaucoup, parce que apparemment, on est bien d'accord, vous êtes 88% à l'avoir mis dans ce range, où vous imaginez qui mérite ce range. 8% d'entre vous le mettraient après la place 83, je trouve ça sévère. 4% d'entre vous à partir, place 67 ou mieux, je trouve ça peut-être un petit peu ambitieux, quoique ça peut discuter. Non, on est sur un gros accord sur Franz Wagner, pas besoin d'en faire plus. Place 74 maintenant, et voici Norman Powell, qui gagne 5 places par rapport à l'an dernier. Et lui, je vais pas le cacher, c'est peut-être un petit peu un coup de cœur. Je sais que certains vont penser que je l'ai un peu surnoté, mais c'est vrai et je l'assume, c'est le genre de joueur que je kiffe. Le mec, c'est un scoreur né, qui hésitera jamais à prendre ses tirs, mais ok, j'aime bien les scoreurs, mais j'aime pas ceux qui le font
sans efficacité, sans intelligence. Et lui, justement, Norman Powell, ce que je vais aimer, c'est que tous ses points, à chaque fois, il les mettra de façon super efficace, super juste, super intelligente, avec une sélection propre et des pourcentages qui suivent vraiment fort hein, également. Regardez, quand on voit la difficulté des shoots qu'il prend généralement, il est à 48% au global et quasiment 40% à 3 points. Je trouve ça très fort. Moi j'aime ce genre de mec qui possède des qualités particulières, qui les connaissent et qui utilisent leur cerveau pour capitaliser dessus au maximum. C'est un mec qui peut créer pour lui, qui peut jouer off-ball et qui arrive bien souvent à alterner entre les deux à bon escient. Et tout ça j'aime bien. Qu'il soit utilisé en tant que titulaire ou comme 6e homme dynamiteur, hein, comme ça a été le cas toute l'année, ou même comme c'est le cas la plupart du temps, c'est un joueur qui se régale et ça lui a permis de faire de gros cartons cette saison, comme quand il a inscrit 42 points au match 3 contre Phoenix au premier tour des playoffs. Là, ce jour-là, il était sur un nuage. Et j'apprécie qu'il ait su élever son niveau de jeu quand ça comptait. Après, c'est sûr, même si c'est pas un peintre en défense, ça reste surtout un scoreur. C'est pour ça que c'est difficile de le mettre plus haut. Mais bon, vu que, comme je disais, c'est un mec propre qui est juste, mais qui peut créer aussi tout en étant loin d'une fraude défensivement. Et qu'à chaque fois, quand la post-season arrive, je le vois augmenter son niveau de jeu. C'est pas la première année qu'il fait. Je me dis qu'une place 74, c'est très bien pour Norman Powell. Allez, pour Norman Powell, on a encore un désaccord, mais je m'y attendais. Parce que, et ça maintient ce que je pensais, pour moi, Norman Powell est un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Bon, après, vous êtes 23% à être d'accord, et vous êtes même 23%, vous l'auriez mis à la place 70 ou encore mieux, à la place 66 ou encore mieux classé que ça. Par contre, la majorité, 55% d'entre vous l'auriez mis place 82 ou après. Moi je suis désolé, je trouve que Norman Powell vaut beaucoup plus dans sa faculté à agir dans tous les rôles des deux côtés du terrain, quel que soit son temps de jeu, quelle que soit sa situation, il va être là et il va jouer juste et de manière intelligente. Il aurait pu croquer énormément quand il a eu des responsabilités, il l'a pas fait et pour ça chapeau à lui. Et donc maintenant la place 73, et on parle de Malcolm Brogdon, qui est passé à 2 doigts d'atterrir aux Clippers il y a quelques jours, et ça se serait fait s'il n'y avait pas eu des inquiétudes sur sa blessure. Et là le premier truc qui doit vous choquer, c'est que Brogdon, je lui ai fait perdre 14 places par rapport à la saison dernière, et ça oui, ça peut paraître super sévère, vu qu'il a réalisé une très très bonne saison avec Boston, qui lui a permis de remporter le trophée de meilleur 6e homme de l'année. Le mec c'est un super playmaker, c'est un spécialiste pour connecter un collectif, mais c'est aussi un shooter très adroit, d'une justesse incroyable, avec un jeu super intelligent. Quand je parlais des joueurs qui savent utiliser leur cerveau juste avant avec Norman Powell, Malcolm Brogdon, c'est peut-être 2-3 crans au-dessus dans ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce que je lui ai fait perdre autant de place l'année dernière, quand finalement j'ai quasiment que du bien à dire sur ce qu'il peut faire? Eh bien c'est peut-être parce que, dans ce rôle de 6e homme à Boston, j'ai trouvé peut-être un peu overqualifié. Quand je l'avais mis à la 59e place l'an dernier, on se rappelle, à l'époque c'était un leader à Indiana, donc certes dans une équipe moins compétitive que Boston, mais c'était peut-être le meilleur joueur, et pendant une partie de la saison c'était même le meilleur scoreur de ces Pacers, et je l'imaginais clairement à un petit cheveu d'être All-Star. Pour moi c'était pas un All-Star, mais il avait le niveau d'un joueur All-Star, et aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu plus de mal à l'imaginer à ce niveau-là, parce que certes à Boston il a agi comme un remplaçant hyper précieux des deux côtés du terrain, mais derrière Tatum et Brown, il avait plus forcément l'occasion d'être le leader qu'il a été par le passé. Et je dois le dire, parfois en play-off, quand il s'agissait de devoir prendre un petit peu ses responsabilités, ça m'est arrivé de le trouver un peu hésitant, de le trouver un petit peu rouillé, comme s'il se sentait plus trop légitime de le faire, alors que c'est ce que j'attendais de ce joueur que j'avais classé 14 places plus haut l'année dernière. Quand je disais, pour moi, quand t'es déjà dans le top 60, c'est que t'es borderline All-Star. Alors je sais bien qu'il y a que 24 All-Star, mais avec les blessés, tout ça, on peut essayer de pousser ça un peu plus loin. Là, pour moi, aujourd'hui, il est loin de ce niveau-là, c'est pour ça qu'il perd 14 places. Ça reste un super joueur, qui est quand même classé en 73, mais voilà, pour moi, c'est pas le Brogdon. Aujourd'hui, on est obligé de dire que ce Brogdon 6e homme, c'est plus le Brogdon super leader qu'il était à Indiana avant. Donc oui, c'est sévère, j'en suis conscient, mais à ce jour, vu les mecs que j'ai mis devant lui, les 72 que j'ai mis devant lui et qui me semblent meilleurs, j'ai du mal à classer Malcolm Brogdon mieux qu'une 73e place. Bon, Malcolm Brogdon, je m'y attendais, et donc on est sur un désaccord, de toute façon je le voyais, vous êtes 50%, vous l'auriez mis dans le top 65. Après finalement, vous êtes quand même 43% à être d'accord avec le range que j'ai mis, et 7% d'entre vous l'auraient mis après la place 81, et là j'aurais trouvé ça très sévère. Non, moi je suis conscient que je suis sévère avec Malcolm Brogdon, mais clairement pour moi, ce côté leader, j'ai l'impression que je l'ai surestimé un petit peu à Indiana, parce que même si ça a été le meilleur 6e homme de l'année, et clairement moi j'étais, quand j'ai fait mes awards, je le classais, meilleur 6e homme de l'année, Malcolm Brogdon, et pour moi il n'y avait pas d'hésitation possible. J'ai trouvé que quand les Celtics avaient besoin de lui, quand on avait un Tatum et un Brown qui pédalaient dans la semoule, et que le 6e homme qui était Malcolm Brogdon aurait dû prendre le relais, notamment dans des matchs importants, il s'est pas toujours montré à la hauteur, parce que ce rôle-là, comme je disais, il a pu être hésitant parfois, et ça c'est quelque chose que
je lui reproche, et que je ne voyais pas Indiana. Donc c'est pour ça que cette chute est là, mais je comprends ceux qui le mettent plus haut, mais je peux pas être d'accord avec ça. Là, on est dans le top 73, il y a 30 équipes NBA, ça veut dire qu'il y a 150 titulaires en NBA, on est d'accord. Donc là, le mec est à la place 73. Rendez-vous compte que c'est pas du tout un manque de respect d'être la place 73. Ça veut dire que, alors que t'es 6ème homme, t'es meilleur que plus de la moitié des titulaires de la NBA. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme quand t'es 6ème homme d'être à une place 73. C'est pour ça que voilà, même un 6ème homme de luxe, ça t'offre pas de directement forcément une place dans le top 50. La place 72 est là tant qu'on est dans les grosses plongées. Enchaînons avec Nikola Vucevic qui lui nous réalise une chute vertigineuse parce qu'il perd 20 places dans mon classement. Et là, encore une fois, je sais, ça peut paraître sévère encore une fois, surtout que dans la plupart des colonnes statistiques, si on regarde par rapport à la saison d'avant, au 10e près, il a gardé les mêmes chiffres ou presque. Alors pourquoi une telle plongée, une telle chute dans mon classement? Tout simplement parce que les excuses que je lui trouvais l'an dernier, je les trouve de moins en moins légitimes aujourd'hui. Et en plus de ça, parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont progressé et j'ai trouvé que ça n'avait pas été le cas de Vucevic. À Chicago, une équipe qui devait être compétitive, vu le roster qu'il y avait sur le papier, je trouve que finalement, il n'a pas assez pesé sur la win et ses failles défensives, elles s'avèrent de plus en plus flagrantes. Après, lui aussi, il a de super mains et offensivement, c'est un crack qui est capable de faire beaucoup de choses. Tout ça, je vais pas lui enlever. Il est capable de s'écarter, il est capable de jouer au poste, il est capable de shooter à mi-distance. Tout ça, c'est fort, même si j'aimerais quand même qu'il combatte un tout petit peu plus dans la peinture. C'est également un gars qui utilise très bien sa taille et son physique pour prendre des rebonds, qui bénéficie d'une adresse qui est assez rare pour un pivot quand il s'écarte, mais ce que je me dis, c'est qu'à l'instant T, là, est-ce qu'il est vraiment tant meilleur que ça qu'un Jonas Valanciunas? Alors oui, Vooch, il est meilleur que Valanciunas, mais à ce jour, il me semble quand même souffrir de problèmes assez similaires, notamment défensivement. Le Monténégrin, je l'attends à un niveau All-Star ou pas loin, mais tant qu'il me montrera pas que ses qualités, elles peuvent vraiment être primordiales dans une équipe ambitieuse, comme les Bulls, qui doivent être une équipe ambitieuse et dans une équipe qui connaît bien en plus maintenant, alors que l'année dernière on pouvait encore lui dire voilà, il était arrivé en cours de saison précédente, il prend encore ses marques. Cette excuse aujourd'hui elle est plus valable. Voilà pourquoi j'ai du mal à le classer mieux que la place 72. Allez, pour Vooch, on revient un petit peu d'accord après les deux désaccords précédents que j'avais vraiment anticipé. Je savais qu'on serait en désaccord sur Powell et Brogdon. Non, Vooch, vous êtes 81% à être d'accord avec cette place. 14% d'entre vous l'auraient mis dans le top 64 et 5% d'entre vous l'auraient mis à la place 80 ou plus tard. Donc oui, je comprends ceux qui le mettent dans le top 64 parce que son talent est immense. C'est juste qu'en ce moment, je trouve qu'il a du mal à l'exploiter. Mais justement, j'ai besoin qu'il l'exploite plus pour viser plus haut. Et je peux pas miser que sur le talent ici. Le talent, c'est bien, à condition d'en faire bon usage. Et je trouve que Vooch, depuis 2 saisons et demie, depuis qu'il est arrivé à Chicago, en gros, a du mal à exploiter 100% de son talent. Et c'est ce que je lui reproche un peu. Je veux un Vooch plus agressif, qui a largement les moyens de monter dans ce top. Mais il faut qu'il me le prouve désormais. Allez, place 71, et je sens encore que ça va ruer et ça va râler, et voilà, alors Horford à la place 71. Et là, ça peut sembler bizarre, parce que je mets Horford devant Vucevic, et je mets même Horford devant Malcolm Brogdon. Pourtant, globalement, je suis assez d'accord sur le fait que la saison de Malcolm Brogdon, elle est supérieure à celle de Al Horford. Mais aujourd'hui, on ne juge pas de la saison, je l'ai assez répété, on juge d'un niveau du joueur, et ça peut être bizarre, parce que quand on regarde ses stats, c'est complètement en dessous de la grande majorité de tous les autres joueurs de mon top 100. Je crois que c'est celui même qui a les pires stats. Mais je suis désolé, avec Al Horford, faut aller bien au-delà des chiffres, bien au-delà des statistiques. Tant à 37 ans, le mec, sur un terrain, c'est une machine d'expérience. Constamment, il fait les bons choix. Il défend comme un mort de faim sur des pivots qui pourtant sont plus physiques que lui, qui doivent notamment le dominer. Il arrive à rentrer dans leur tête, on se rappelle le chantier mental qu'il a provoqué dans le cerveau de Joel Embiid, et il arrive même à les mettre en danger défensivement, en passant beaucoup de temps au périmètre, et en pouvant se montrer un danger à 3 points. Le mec, il sait parfaitement quand il est temps de shooter, quand il est temps de passer, quand il est temps d'aller dans la peinture, quand il est temps de switcher en défense aussi, quand il est temps de faire un écran. Et en termes de leadership aussi, je trouve qu'il est d'une importance folle. Pour moi, même si ça se voit pas encore une fois dans les chiffres et dans le jeu, même sa présence mentalement, je trouve que quand il est sur le terrain, les Celtics sont une autre équipe, et pour ça, je trouve que Al Horford a un apport assez incroyable. Vraiment, moi je vous défie de trouver ne serait-ce que 3 matchs dans la saison où on peut dire que globalement dans la rencontre, on a un Horford qui a pris les mauvaises décisions. Il est le joueur que tous les coachs d'une équipe contender comme Boston rêvent d'avoir. Maintenant, bien sûr, j'ai quelques reproches à faire. Je peux lui reprocher qu'en playoff, il a eu du mal à trouver son adresse et sa régularité de loin. Mais j'arrive à le pardonner un minimum parce que les tirs qu'il a pris, ils étaient bons. Et de toute façon, avec son talent, même s'il ne mettait pas ses tirs, il arrivait à écarter les défenses. Et puis, vu l'intensité dont il a su faire preuve en parallèle, j'arrive pas trop à lui en vouloir pour son manque d'adresse. Ça arrive à tout le monde, mais il a continué à les prendre ses shoots et c'est tout à son honneur. Ce qui est sûr, c'est qu'en perdant qu'une seule place par rapport à l'an dernier, on le voit. Pour Al Horford, l'âge avance, mais l'importance dans le
collectif d'une équipe compétitive comme Boston, mais aussi l'efficacité qu'il a sur un terrain, le leadership et ce côté expérimenté, vétéran qui va apporter énormément à une équipe, mais ça reste le même. Donc voyons combien de temps ça dure encore, parce que personne n'est éternel. Mais en attendant, une place 71 pour Al Horford, moi j'y tiens et elle me semble très cohérente. Et bien pour Al Horford, finalement, je suis assez content, parce que vous êtes 60% à valider ce choix, 24% l'aurait mis plus bas, 79 ou plus loin, et 16% l'aurait mis carrément plus haut, 63 ou mieux classé que ça. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que dans le chat, vous êtes plusieurs à le dire, et moi je suis aussi persuadé de ça, c'est que dans le dispositif de Boston, aujourd'hui, on a un Al Horford qui est plus important qu'un Malcolm Brogdon, et ça explique la place qui est devant, malgré des stats qui sont en dessous. Mais comme je disais, Al Horford, c'est pas un joueur de chiffres, et son importance est folle à Boston. Sa place 71, je trouve qu'il la mérite, même si je pense qu'il aura du mal à la conserver dans les années à venir. Allez, on enchaîne maintenant avec un joueur que soit vous adorez dans le chat, soit vous le détestez, vu qu'on parle de Scottie Barnes, le rookie de l'année, là, l'an dernier, qui est à la place 70, et qui, malgré tout le potentiel qu'il devrait avoir à son âge, a quand même perdu 7 places par rapport à mon top d'il y a un an. Et donc ouais, ça peut paraître sévère, comme je dis souvent que je suis sévère finalement aujourd'hui, mais j'avoue qu'avec lui, après sa bonne saison rookie, je reste beaucoup sur ma faim. Il a beau toujours être un défenseur complètement étouffant, super polyvalent, avec ses grands bras, sa mobilité, qui peut vraiment faire du mal à n'importe qui, des arrières comme des ailiers forts, et même certains pivots, c'est quelque chose que j'adore, mais cette année, moi je vais pas le cacher, je l'ai surtout vu stagner à seulement 21 ans, et même régresser dans certains domaines, comme la sélection de tir par exemple, où je l'ai senti davantage forcé, ce qui s'est remarqué dans ses pourcentages qui sont devenus un petit peu moins intéressants. Après, perdre cette place, c'est pas la mer à boire, parce que chaque année on a aussi des joueurs qui progressent, il y a des joueurs qui stagnent juste et qui se font dépasser parce qu'ils progressent pas à la même vitesse que d'autres. Et si Barnes est toujours dans mon top 70, c'est quand même que je suis conscient de ses qualités, mais que je me dis que pour confirmer cette place, d'autant plus dans une équipe de Toronto qui est passée à côté de sa saison, on va pas se mentir, il aurait dû en faire plus et se montrer plus percutant aussi, je trouve, dans le Canada. Donc même si en NBA, c'est sûr et certain qu'il y a peu de joueurs de 2m06 qui arrivent à cumuler cette longueur, cette mobilité et surtout son playmaking comme lui, parce que ça reste un super playmaker qui tourne à quasiment 5 passes par match avec une très bonne vision de jeu et de très bon timing dans la passe, Barnes, à mes yeux, il doit définitivement se montrer beaucoup plus agressif, mais aussi plus sûr de lui offensivement pour grimper dans mon ranking, prendre des meilleurs shoots, soigner sa sélection, prendre les bons shoots, apprendre à connaître ses qualités et ses faiblesses pour aller beaucoup plus souvent à ses spots et accéder au cercle. Et là, je pense qu'il gagnera en justesse et en efficacité, mais pour ça, il faut justement qu'il gagne en maturité et en discipline, et c'est donc là que je vais l'attendre dans son futur Scottie Barnes. Pour Scottie Barnes, eh bien, on est sur un gros désaccord, encore une fois, on en a beaucoup aujourd'hui, mais c'est cool, ça montre que tous nos top 100 sont différents et que ça crée des débats, parce que vous êtes que 33%, vous l'auriez mis dans ce range à 33%. 17% d'entre vous l'auraient mis plus haut, au moins 8 passes plus haut, c'est-à-dire au moins la place 62, ça je trouve ça beaucoup, mais quand même 50% d'entre vous l'auraient mis après la place 78. Et je trouve ça sévère, parce que c'est vrai que sa saison sophomore a été très décevante, mais moi je veux pas me faire avoir sur le fait, oui, j'attendais énormément de lui et il m'a déçu, moi je juge pas sur les attentes aujourd'hui, parce que si je jugeais sur les attentes, je pense qu'il aurait même pas eu de place dans mon top 100. Non, je juge quand même sur le niveau, et comme je le disais, c'est quand même un joueur qui est assez unique en son genre et qui garde un potentiel fou et une efficacité assez dingue. Donc non, c'est pas un scoreur, oui, c'est un mec qui est maladroit de loin aussi, n'empêche que tout ce qu'il peut apporter en termes d'intelligence de jeu et de polyvalence, je trouve que ça reste très précieux dans cette équipe de Toronto, surtout dans le basket sans poste que jouait Nick Nurse, même si ce sera plus Nick Nurse le coach l'année prochaine. Et donc non, moi je continue à valider cette place 70, même si vous êtes beaucoup à le voir plus bas. En place 69, voici maintenant un récent finaliste, un récent champion NBA même avec les Nuggets, Michael Porter Jr. qui a perdu 8 places dans mon classement et qui, malgré les difficultés qu'il a vécues en finale, notamment au niveau de son adresse de loin, reste quand même, je trouve, une machine d'efficacité au shoot de manière globale. Et à son échelle, lui aussi a sa part de responsabilité dans l'excellente saison et le titre des Nuggets. Quand il est bien positionné, il bénéficie parfaitement des bons passeurs qu'il y a à Denver pour mettre des tirs avec une adresse folle. Et vu que pour attaquer le cercle, c'est pas non plus une fraude, ça fait de lui un super scoreur, même si c'est vrai qu'il reste assez unidimensionnel dans le secteur, qui voit peu ses coéquipiers démarquer, qui défend peu, qui leur lâche très peu la balle, et qui compte essentiellement sur son adresse pour briller, et c'est pour ça qu'il a été moins efficace en finale. S'il perd 8 places, c'est qu'il y a un an, je trouvais que sur certains flashs, on avait un Michael Porter Jr. qui pouvait afficher le niveau All-Star ou pas loin, et qui nous avait fait une fin de saison il y a 2 ans, je me rappelle, à quasiment 27 points par match que j'avais trouvé insane. Ça, je l'ai beaucoup moins vu dernièrement, et je me dis que c'était sûrement un petit peu de la poudre aux yeux dans une équipe où il était over-responsabilisé quand il n'y avait pas de Jamal Murray. Voilà pourquoi, malgré la très bonne saison qu'il a faite, je trouve globalement, moi j'ai été content de son apport. On lui demandait de scorer des points, il savait le faire, on lui demandait de mettre des shoots, il a
a su le faire aussi. Moi je trouve que dans son rôle comme ça, de scoreur et de shooter, il a été bon, et donc je le fais quand même un petit peu chuter dans mon ranking, parce que effectivement j'avais peut-être vu un petit peu trop l'année dernière. N'empêche que pour lui, je trouve qu'une place 69, ça reste très honorable. Pour Michael Porter Jr., on va pas en faire trop, on est globalement sur un accord, vous êtes 73% à le mettre dans ce range, 13% d'entre vous l'auraient mis 62 ou plus haut, 13% d'entre vous l'auriez mis 78 ou plus bas, donc la moitié en plus de chaque côté. Non, bah voilà, finalement c'est à peu près son range, hein, et on est assez d'accord là-dessus pour Michael Porter Jr. Place 68 maintenant, et voici Tyrese Maxey qui nous fait un petit bond de 5 places, et je trouve que chez les Sixers, il continue tranquillement sa progression. Je sais que beaucoup attendaient à ce qu'il progresse vraiment plus et devienne All-Star cette saison, moi j'en étais pas là pour être honnête, et je trouve que dans le rôle de l'électron libre à Philadelphie, qui fuse en contre-attaque, il a bien trouvé sa place dans ce costume de pétard ambulant un peu, qui sur un coup de chaud, il arrive de temps en temps à changer le cours d'un match, et ça se fait de plus en plus souvent. Et ce que je trouve le plus fou en fait avec lui, c'est de voir qu'à seulement 22 ans, avec un jeu qui est vraiment très risqué, il soit capable de tourner à tel pourcentage. Bien sûr que en arrivant à profiter de la gravité de joueurs comme Embiid et Harden, ça lui ouvre des positions de shoot, mais soyons honnêtes, si on regarde les matchs, non seulement ses positions de shoot, il arrive à en profiter à fond, mais même quand il est contesté, il est capable de faire preuve d'une réussite assez impressionnante, hein, et d'une espèce de culot où il prend des tirs, tu comprends pas pourquoi il les prend, et finalement, régulièrement, ça rentre dedans. J'ai apprécié, en plus de ça, qu'en playoff, il ait pas peur. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui semble lui faire peur à Tyrese Maxey. Et malgré des irrégularités, hein, qui font partie d'une constante dans son jeu, j'ai trouvé que globalement, il avait apporté ce qu'on attendait qu'il apporte en post-season. Après, dans son jeu, ça sent encore qu'il est un peu trop fougueux. Parfois, il manque de discipline des deux côtés du terrain. Et lorsque les playoffs arrivent, hein, ça s'est vu, notamment face aux Celtics, ça sent que sur le parquet, c'est peut-être celui qui joue le plus avec l'instinct et le moins avec son cerveau, qui a pas encore l'expérience ou le QI basket pour rivaliser avec tous ces mecs. Mais bon, est-ce qu'on va lui en vouloir ? Bah non, il reste jeune, et je trouve qu'en plus de ça, cette espèce de culot, c'est ce qui l'a fait arriver à ce niveau-là aussi, et on va pas se mentir, c'est ça qui le porte Tyrese Maxey aujourd'hui, et c'est plutôt appréciable. Voilà pourquoi moi je pense qu'avec de la maturité, de l'expérience et davantage de science du jeu, l'arrière a le potentiel, s'il arrive à l'atteindre, hein, ce potentiel, de viser encore plus haut que cette 68e place dans mon top 100 dans les années à venir. Mais en attendant qu'il développe cette discipline, cette maturité, cette patience et ce QI basket, je pense que cette place 68, elle est cool pour lui. Pour Tyrese Maxey, c'est un accord globalement, encore une fois, à 60%. 30% d'entre vous l'auraient carrément vu dans le top 60. Pour moi, ça me semble un petit peu précipité. J'attends plus de certitude avant de le mettre plus haut. J'en ai besoin. Il faut qu'il continue à se développer. J'ai l'impression que c'est un petit peu s'emballer de le mettre 8 places plus haut, mais après, je respecte votre avis. 10% l'auraient mis après la place 76. Je peux comprendre aussi, hein, également, dans la mesure où pour l'instant je le vois pas non plus prendre les commandes d'une équipe ou être All-Star. Mais 68, normalement, c'est pas un range de All-Star. Donc ouais, moi cette place-là, elle me convient pour Tyrese Maxey. Sur les places d'avant, on n'a pas eu trop de débats, on était plutôt d'accord, alors qu'on en avait eu quelques-uns en début de live que j'ai bien aimé, et celle-là, je sens que ça va faire débat. En tout cas, j'ai l'impression, parce que je mets Miles Turner à la place 67, je le fais gagner 5 places, encore un pivot. Et lui, je dois le dire clairement, ces dernières saisons, j'avais pris l'habitude d'être assez tranchant, assez méchant même le concernant. Ouais, j'étais conscient de ses qualités, j'étais conscient de ses outils, hein, qui sont, alors j'allais dire uniques, non, mais qui sont quand même assez rares en NBA, et c'est ces outils-là qui lui permettent certaines saisons de tourner à plus de 3 comptes par match. C'est fort, mais en dehors de ça, en dehors des contres qu'il mettait, et des quelques shoots de loin qu'il pouvait mettre, parce que ça reste quand même qu'il a de bonnes mains, qu'est-ce que je le trouvais soft, et surtout qu'est-ce que je le trouvais naïf, comme si le mec il jouait que pour ses stats, ou plutôt que pour ses contres en défense, et il oubliait les principes de base, tandis qu'en attaque, il fuyait bien souvent le combat, passant énormément de temps derrière la ligne à 3 points. Vu qu'il sait mettre des shoots, il continuait à scorer, c'est sûr, mais est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose d'intéressant aux Pacers ? Je ne suis pas sûr, et pour moi, pour évaluer un joueur de basket, j'ai besoin qu'il apporte quelque chose de précieux et de visible à son équipe. Si on ajoute à ça que malgré sa taille et sa longueur, ses chiffres au rebond, ça n'a jamais été fou, ça en fait des choses à lui reprocher. Et pourtant, je le fais gagner des places et je le mets devant plein de joueurs qui sont référencés. Parce que dites-vous que tous ces constats que je viens de faire, même si je peux pas dire qu'ils ont été entièrement gommés cette saison, je les ai trouvés carrément moins flagrants, beaucoup moins handicapants en tout cas pour les Pacers, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que Miles Turner proposait sur un terrain en termes de choix de jeu et en termes de QI basket, que ce soit défensivement ou offensivement. Peut-être qu'il a gagné en maturité, enfin, et ça lui fait un bien fou dans son développement. Du coup, moi je me dis, bien joué à lui. Non seulement, lui qui a été transférable, j'ai l'impression, depuis sa naissance, ou depuis le début de sa carrière, maintenant c'est de moins en moins le cas. C'est peut-être l'été où on entend parler
parler le moins de rumeurs le concernant, parce que c'est devenu un pion essentiel des Pacers. J'ai l'impression qu'ils comptent sur lui, même si c'est sûr que Indiana pourrait quand même profiter de sa valeur, et justement, et de cette espèce de cote qu'il a réussi à refaire grimper pour le transférer, et pour avoir des bons assets, parce que je pense que s'ils n'ont pas réussi à le trade avant, malgré leur volonté, c'est qu'ils avaient rien en retour. Peut-être que cette année ils l'auront, mais justement parce qu'il a été bon. Et donc en plus, voilà, dans ce ranking, aujourd'hui, il arrive à la place 67. À 26 ans, il me semble enfin mûr, et voir un Miles Turner comme ça cette saison, ça m'a fait plaisir, et ça a bien contribué, je trouve, à cette espèce de vent de fraîcheur que les Pacers cette année ont su amener sur la NBA. Et donc Miles Turner, je m'y attendais, j'avais prévu ces débats, vous êtes seulement 27% à être d'accord avec ce range, 5% quand même d'entre vous l'auraient mis plus haut, c'est-à-dire à la place 59 ou mieux classé, mais je m'y attendais, 68% le voient 75e ou plus tard. Et moi je peux pas rejoindre vos arguments, je le vois souvent en me disant ouais mais par exemple t'as mis Valanciunas ou Vucevic plus bas que lui. Bah ouais, parce que Miles Turner il a beaucoup plus d'impact défensif que quand je dis ouais t'as mis Claxton plus bas que lui, ouais parce que Miles Turner a beaucoup plus d'impact offensif que Nick Claxton par exemple. Lui pour moi il joue des deux côtés du terrain, et quand je lis aussi le côté ce que je lui reprochais avant en fait, quand je lis oui mais il met beaucoup de contre mais c'est pas un défenseur. Pour moi, ce n'est plus ça. Cette saison, Indiana, alors que je les attendais dans les bas-fonds de la ligue, ils ont été très bons, et en fait, ils ont commencé à couler au moment de la blessure de Tyrese Haliburton, et même si, évidemment, cette saison plutôt bonne d'Indiana par rapport aux attentes, Tyrese Haliburton c'en est le principal artisan. On peut aussi ajouter des mecs comme Bénédicte Mathurin, surtout sur le début de la saison. Je trouve que Miles Turner, en agissant de façon beaucoup plus mature, de façon beaucoup plus intelligente et de façon beaucoup plus sereine, lui aussi, il a un vrai mot à dire dans la bonne saison des Pacers. Et non, je sais bien que vous êtes en désaccord avec ça, mais pour moi, il a fait de très 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 gros progrès, et ça justifie cette place 67. En place 66, voici OG Anunoby, qui a gagné 9 places par rapport à l'année dernière, et avec lui, on a quand même un two-way player qui ne cesse de progresser, je trouve, et de prendre de la valeur en NBA. S'il a pu faire cette ascension un petit peu dans le classement, même dans une équipe comme les Raptors qui ont connu une saison très délicate, c'est pas pour rien. Pour moi, s'il y a un joueur irréprochable cette saison à Toronto, c'est bien lui, encore plus que Siakam même, je trouve. Le mec, il est capable de scorer ses points, de plus en plus, de créer pour lui de mieux en mieux aussi, mais aussi de s'épanouir complètement off-ball, sans avoir besoin justement de porter la gonfle, ou encore en transition où il est très fort. N'empêche que ça montre tous les progrès qu'il a fait en attaque, mais en défense, moi c'est ce que j'adore, c'est qu'il est capable d'être efficace, de défendre le plomb sur tout un tas de profils du poste limite, du poste 1 à 4 et même sur certains pivots. Athlétiquement, avec OG Anunoby, on a un gars super affûté, et définitivement ça l'aide des deux côtés du terrain. Lui qui, oui, je parlais de sa défense, et même si je veux pas justifier le fait qu'un défenseur est bon parce qu'il met des contres ou des interceptions, c'est ce dont on parlait avec Miles Turner juste avant, ça reste quand même le meilleur intercepteur de la ligue, parce qu'avec ses grands bras, c'est un mec qui est complètement étouffant. Après, je sais, on parle du fait qu'il pourrait potentiellement partir de Toronto en ce moment, mais à mon avis, c'est plus parce que les Raptors, ils sont conscients du fait qu'en échange de OG Anunoby, ils pourraient récupérer de super assets, parce qu'il est très bon, que parce qu'ils ne veulent pas, dans leur effectif, un joueur comme OG, qui en plus, pourrait faire un petit peu doublon avec un Scottie Barnes dans le roster, dans leur rôle, et un petit peu dans leur profil, dans l'idée d'exploiter au maximum le talent de Scottie Barnes. Aujourd'hui, Anunoby, à mes yeux, c'est devenu un joueur référencé en NBA, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais au moment de son début de carrière. Comme je disais, je trouvais très bon des deux côtés du terrain, défensivement il est déjà élite, et donc pour moi, cette place 66 et cette ascension de 9 places, c'est complètement mérité le concernant. Pour OG Anunoby, globalement, on est sur un accord, et je m'y attendais, vous êtes 69% à valider ce range, 31% d'entre vous l'auraient vu dans le top 58, et personne l'aurait vu après la place 74. Je comprends ceux qui l'auraient mis plus haut, parce que c'est vraiment un joueur, un two-way player excellent, qui pourrait trouver une place dans n'importe quelle équipe, mais pour moi, même si défensivement tu le mettras toujours dans les meilleurs joueurs de ton équipe, et il sera toujours élite dans quel que soit le maillot qu'il porte, offensivement, même s'il a fait des progrès dans la création pour lui, et qu'il peut mettre maintenant très très bien ses shoots à 3 points, notamment dans le corner, je lui confierai pas la gonfle au point d'être une option 2 d'une équipe ambitieuse. C'est pour ça que je le mets pas plus haut. Maintenant, dans le rôle qu'il peut avoir dans une équipe, je suis conscient de son importance, mais plus que 66, ça me paraît peut-être un petit peu abusif pour le moment. Allez, maintenant la place 65, et voici la plus grosse, mais vraiment la plus grosse ascension du jour, et peut-être même de tout mon top 100, il faudrait que je vérifie si on compte pas tous les nouveaux entrants. Kyle Kuzma qui gagne 28 places, oui 28, et j'assume complètement cette immense montée. À Washington, même si la saison a été compliquée, et encore je pèse mes mots collectivement, pour moi il est la plus grosse satisfaction, voire même la seule satisfaction de l'équipe. L'an dernier, si je l'avais classé si bas, c'est parce que je savais pas trop quoi attendre de lui et de sa
sa carrière, où longtemps, on se rappelle, à Los Angeles, il a été bloqué derrière LeBron et AD, et ça, je pense que ça a perturbé son développement. Là, avec des responsabilités, pour sa deuxième saison, sous le maillot des Wizards, il a confirmé ses progrès, il les a poursuivis, et je trouve que rapidement, il a su s'imposer comme un joueur vraiment dominant dans cette équipe de Washington, vraiment intéressant. Est-ce que c'était pas le meilleur joueur des Wizards cette saison ? Peut-être. Alors, c'est peut-être pas le mieux classé, parce que mon top 100 ne prend pas en compte que cette saison, mais j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un mec plein de confiance, qui peut prendre vraiment un match sur ses épaules, il l'a prouvé, et surtout, et ça c'est ce qui m'a le plus étonné, avec une sélection de shoot qui est de plus en plus soignée, même si à 3 points je trouve qu'il abuse encore un petit peu, et c'est pour ça qu'il shoot qu'à 33%, mais on est loin du croqueur qui shootait dès qu'il avait la balle comme c'était le cas avant. Donc oui, il y a encore du taf de ce côté-là, il y a du taf en défense aussi, mais je trouve qu'il a fait des progrès, finalement sa présence défensive est pas si dégueu, donc je sais pas ce que les Wizards vont en faire cet été. Ils sont dans une période de reconstruction où ils misent sur les jeunes, mais est-ce que ça peut pas devenir le leader des jeunes ? J'en sais rien. Je pense qu'il va être courtisé aussi, en tant que free agent, il y a pas mal d'équipes, si elles arrivent à trouver le cap, qui pourraient lui faire une offre, donc on verra effectivement ce que les Wizards en font, mais je pense que là, avec la saison qui vient de sortir en contract year, là, Kyle Kuzma, ben ouais, sa place 65, elle me convient très bien, malgré cette immense montée de 28 places. Pour Kyle Kuzma, et allez, on est sur un accord global, parce que 84% vous validez cette place, 11% d'entre vous l'auraient carrément vu dans le top 57, et 5% l'auraient vu après la 73e place. On est globalement d'accord, il a fait d'énormes progrès, notamment dans sa compréhension du jeu et dans son QI basket. C'est tout à son honneur, encore une fois. C'est une expression que je dis beaucoup aujourd'hui, je m'en rends compte, mais c'est appréciable la saison que vient de réaliser Kyle Kuzma, et cette place 65, j'ai l'impression qu'elle convient à pas mal de monde, c'est cool. Allez, place 64 maintenant, et voici Tyler Herro, avec qui on gagne 5 places par rapport à l'année dernière. Tout simplement parce que globalement cette saison je l'ai trouvé à son niveau, et même si bon il y a d'autres joueurs qui ont progressé, lui aussi finalement il a su à peu près suivre le train et rester visiblement, enfin plus ou moins j'allais dire dans le même range. Et même si malheureusement une blessure l'a éloigné des playoffs, et j'aurais bien aimé pour pouvoir avoir un échantillon supplémentaire de post-season pour essayer de déguiser un petit peu mon classement de Tyler Herro, moi j'ai trouvé que cette année, que même dans un rôle de titulaire, il pouvait largement peser grâce à son scoring, mais aussi grâce à son énergie, grâce à sa confiance, et grâce à sa qualité à la création. C'est peut-être là-dessus même à mon sens, la création, le domaine dans lequel il a le plus progressé. Je le trouve de plus en plus intelligent dans ses choix, de plus en plus mature. Il possède une meilleure lecture aussi, et je trouve qu'il peut tout à fait maintenant occuper le rôle de second ball handler de façon assez certaine, quand les années précédentes j'avais un petit peu des doutes dans ce secteur le concernant. Après en défense, même s'il a toujours de vraies failles, il compense au moins avec une certaine volonté sur le porteur. Ça fait pas de lui un bon défenseur, c'est clair, mais ça lui permet au moins de pas être une totale fraude que t'es obligé de cacher sur un terrain, et surtout quand il prend feu, quel crack ça peut devenir au scoring. Ajoutons à ça qu'au lancer franc c'est une machine, vu que c'est celui qui a le meilleur pourcentage sur la saison en NBA, et oui, avec Tyler Herro, on a un joueur sérieux, qui c'est sûr, score moins que l'an dernier quand il était 6ème homme, et ça peut paraître bizarre vu qu'il est devenu titulaire, mais pour moi c'est pas qu'il a régressé, globalement ça se joue à quelques dixièmes près, son scoring, c'est à peu près resté le même, son temps de jeu a un petit peu augmenté, mais pas tant que ça non plus, il était 6ème homme, mais il avait quand même le temps de jeu d'un titulaire l'année dernière, et ce que j'ai apprécié, et c'est pour ça qu'il grimpe dans mon classement, c'est parce qu'il a su gagner en QI basket, en maturité, en discipline, ce qui à mon sens explique sa 64e place aujourd'hui. Pour Tyler Herro, globalement on est d'accord, 71% d'entre vous l'auraient mis dans ce range, 29% d'entre vous l'auraient mis dans le top 56, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un bon joueur de basket, et comme je disais, qui a fait d'énormes progrès dans le playmaking, mais pour moi, ça reste quand même un joueur qui n'a pas joué en playoff, donc qui n'a pas participé à l'épopée de Miami, qui m'aurait permis justement de le classer potentiellement plus haut, et qui finalement a fait ses stats de titulaire dans une équipe qui a été quand même en grande difficulté pendant la saison, c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Il aurait été excellent en playoff, et il aurait eu un grand rôle dans l'épopée de Miami, je pense qu'il aurait pu effectivement apparaître dans le top 56 comme 29% d'entre vous le mettez, mais pour moi ça reste un petit peu juste, même si je suis persuadé qu'il a le talent pour grappiller des places encore dans les années suivantes. En place 63, voici maintenant DeAndre Ayton, encore une belle chute aujourd'hui avec le pivot des Suns, qui a perdu 15 places par rapport à l'an dernier. Lui, clairement, je suis conscient de ses qualités, j'ai aucun souci avec ça, elles sont assez immenses. Des mecs de son gabarit qui possèdent un tel bagage offensif et de tels outils défensifs en NBA, finalement, il y en a que très peu, ou que peu, je vais enlever le trait. Ceci dit, à Phoenix, moi je trouve que depuis 1 ou 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu cassé chez lui. Il sent qu'on lui fait pas confiance, ça lui fait perdre son agressivité, et moi ça me fait naître des doutes un petit peu concernant son mental. Le mec,
il a une puissance folle, mais son manque d'agressivité la limite en fait. C'est comme s'il n'arrivait pas à utiliser ses meilleures qualités, et je trouve ça bien dommage. Surtout qu'en playoff cette année, alors que ça n'avait pas forcément été le cas les années précédentes, mais là je l'ai trouvé bien effacé. Je sais pas où en sont encore les Suns vis-à-vis de l'idée de le transférer, maintenant que l'équipe a fait venir Bradley Beal, mais je me dis qu'un changement d'air lui fait pas de mal, et à la draft, de ce qui se dit, ils ont été assez agressifs le concernant, alors que maintenant ils auraient fait machine arrière. À mon avis, ils essayent de tromper un petit peu tout le monde pour essayer de pas trop lui faire perdre de valeur, parce que je pense toujours que si les Suns peuvent trader Ayton, ils le feront, et ça lui ferait le plus grand bien. C'est ce que je disais un petit peu avant. Du coup, ouais, imaginez un Ayton là, avec toutes les qualités qu'il possède, agir dans une autre équipe où on lui ferait confiance, où il serait motivé, où il pourrait agir en mort de faim en étant dans ce contexte qui lui convient, ça peut faire rêver, hein. Il pourrait choper, je sais pas, gagner 15, 20, 30 places peut-être. Mais est-ce que ça, il en est vraiment capable? Eh ben c'est impossible à dire jusque-là, je demande à voir, et pour le moment, j'ai du mal à le mettre plus haut que cette place 63. J'ai définitivement besoin de plus de certitude concernant DeAndre Ayton pour le classer plus haut jusqu'à maintenant. Allez, pour Ayton, voilà, ça divise un petit peu, mais globalement vous êtes d'accord, vu que vous êtes 65%, vous l'auriez mis dans ce range à 65%, 22% d'entre vous l'auraient carrément mis dans le top 55, et je peux l'entendre parce qu'il a les outils pour, hein. Il a vraiment comme je disais, le niveau pour aller beaucoup plus haut, mais tant qu'il n'utilisera pas ce talent et ses outils, moi je peux pas le mettre plus haut, et 13% d'entre vous l'auriez mis plus bas. J'ai l'impression que c'est beaucoup dû à votre déception et par rapport aux attentes que vous aviez envers lui, parce que c'était un numéro 1 de draft. Et c'est vrai que c'est le cas, et si encore une fois il fait partie de ces joueurs, ou si on jugeait parmi les attentes, j'aurais mis beaucoup plus bas, mais ça reste quand même un joueur qui est capable de tourner à 18 points, 10 rebonds dans une équipe ambitieuse comme les Suns, c'est très qualitatif quand même. Et de toute façon, être top 63 en NBA sur 450 joueurs au minimum, c'est très qualitatif. En 62, maintenant, voici Jerami Grant, et encore un joueur qui connaît une belle montée dans mon classement, vu que l'ailier gagne 14 places par rapport à l'an dernier. À Portland, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé le contexte idéal, ou pas loin, pour trouver un endroit qui fitait parfaitement avec ses qualités. Moi l'an dernier, c'est vrai, je l'avais mis en dehors du top 75, hein, juste à la limite, il était à la 76e place, c'est parce qu'à Détroit, je trouvais un petit peu over-responsabilisé, et j'avais l'impression que ses stats, elles étaient trop gonflées par le manque d'ambition à court terme de l'équipe. Et là, j'ai trouvé que dans l'Oregon, on a un ailier qui a montré qu'il n'était pas juste un croqueur, hein, qui faisait des stats parce qu'il avait tous les ballons et qui mettait des points en jouant de façon individuelle dans une équipe qui perdait. Non, moi j'ai littéralement trouvé qu'il avait éclos un petit peu à côté d'un Damian Lillard et d'un Anthony Simons qui eux portaient la balle, et justement dans cet effectif qui n'avait pas besoin de lui pour porter le ballon. Et tout ça, il en a profité, je trouve, pour montrer son éventail chez les Blazers de la meilleure manière possible, avec les solutions qu'il propose sur ses cuts, mais aussi avec les vraies qualités, hein, qu'il a pour attaquer la peinture, mais aussi mettre dedans de loin quand il a des shoots ouverts. Je trouve que Jerami Grant, il a prouvé qu'il savait aussi briller en tant qu'option 2 ou option 3, et ça il pourrait le faire, en tout cas à mon sens, dans quasiment n'importe quelle équipe en NBA. Ajoutons à ça qu'il défend dur aussi, qu'il est polyvalent, et vraiment aujourd'hui, moi, Jerami Grant, c'est devenu un joueur qui me fait kiffer. Cette confirmation qu'il a faite cette année dans un nouveau rôle, et voir qu'il a pas chuté non plus, et qu'il a pas coulé, ou qu'il s'est pas fait noyer sans avoir les ballons, ça m'a plu, et ça explique cette montée de 14 places, en attendant de voir si cet été, avec son statut de free agent, il restera à Portland ou non. Allez, pour Jerami Grant, on est sur un accord global, 71% d'entre vous l'auriez mis dans ce range, 21% d'entre vous l'auriez mis plus loin, c'est-à-dire après la place 70, et 7% d'entre vous l'auriez mis mieux que la place 54. Donc globalement on est d'accord. Ouais, pourquoi pas. Après, pourquoi pas, j'arrive à tout comprendre encore une fois, hein. De toute façon, comme je disais, chacun son top. Je trouve que pour moi c'était vraiment le deuxième meilleur joueur de Portland cette saison, même si il fallait qu'il partage les ballons avec les autres, et notamment Anthony Simons qui lui shootait beaucoup. J'ai trouvé qu'avec sa polyvalence, sa justesse et son adresse, c'est devenu un joueur très intelligent et qui est très utile dans une équipe et dans un collectif. Donc non, cette place 62 pour Jerami Grant, oui, de toute façon comme toute, hein, mais elle est réfléchie. Dernier choix pour aujourd'hui, on va finir le live avec ça, on parle de Jarrett Allen, qui lui aussi, et je sens que ça va faire débat aussi, en perdant 14 places, connaît une belle chute, qu'il va falloir que j'explique pourquoi dans mon top à moi, je l'ai mis comme ça. Donc certes, ses qualités sont très nombreuses, c'est un super protecteur de cercle, hein, et offensivement, même s'il est pas super polyvalent, ça reste une cible privilégiée, notamment sur les passes lobées ou en hauteur dans la peinture, et puis bon, avec sa taille et ses qualités athlétiques, il peut se montrer performant des deux côtés du terrain, ses stats elles confirment, hein, l'impact qu'il peut avoir, il tourne à 14 points et 9 rebonds, un petit peu plus, dans une équipe compétitive comme Cleveland, évidemment que tout ça, ça va compter. Sauf que rappelez-vous, moi l'année dernière, quand je l'avais mis 14 places plus haut, il sortait d'une saison où il était All-Star, et cette année, pour moi, jamais je l'ai imaginé dans la discussion pour être All-Star, même si l'année dernière, il avait profité aussi de certaines blessures. Toutes ces stats, ou presque, ont baissé, et certaines ont pris quelques unités en moins. On a un Evan Mobley qui a pris de plus en plus de place, hein, dans son rôle et dans la raquette de Cleveland, et à mon sens, Jarrett Allen, en tant que pivot, il a pas suffisamment confirmé
cette très bonne saison qu'il avait faite l'année précédente. Et puis le truc, c'est que même si j'étais déçu de sa campagne, globalement, je me disais qu'il pouvait se sauver et se rattraper en play-off. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été le cas, et ça aussi, ça compte hein, dans le jugement et l'évaluation que j'ai pour lui. On a des Cavs qui se sont fait éliminer au premier tour, notamment en raison d'un Mitchell Robinson qui a su prendre complètement le contrôle du rebond, qui a offert énormément de deuxième chance aux Knicks, et un Jarrett Allen qui a rien pu faire pour éviter ça, alors que sur le papier, de toute évidence, hein, à la base, le match-up devait lui être archi favorable, alors que ce match-up, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, il l'a perdu. Après, évidemment, je vais pas seulement le juger sur ses playoffs, même si c'est difficile encore une fois, parce que c'est frais, et que la déception le concernant est grande. Je suis aussi vraiment conscient hein, de ce qu'il peut apporter dans cette team de Cleveland, dans la défense et sa protection de cercle, qui... Cette saison, grâce, en bonne partie, grâce à lui, mais aussi grâce à Evan Mobley, mais lui aussi a joué un rôle, a terminé avec le meilleur defensive rating de la NBA, c'est pas rien, c'est ce qui lui permet quand même d'être classé 61e aujourd'hui, c'est une place honorable, c'est sûr, même si, je pense que le côté... Ne pas confirmer après sa saison All-Star, pour moi ça a joué, ne pas confirmer en playoff évidemment aussi, se faire bouffer par Mitchell Robinson, ça a son importance également, et voilà pourquoi ça lui fait perdre 14 places et finir à la place 61 dans mon top 100 NBA 2023. Allez, pour Jarrett Allen, alors que je pensais que j'aurais été sévère, finalement non, parce que vous êtes 70% à valider ce range, et ça me rassure plutôt bien, 10% d'entre vous l'auraient vu classé avant la place 53, parce que j'ai vu dans le chat, beaucoup d'entre vous mettent sa saison ratée, ou moins... Alors ratée, c'est non, moins réussie que prévu, sur le dos de l'arrivée de Donovan Mitchell, et ça, j'ai du mal à être d'accord, parce que peut-être qu'il a eu un petit peu moins de ballons, mais c'est pas Donovan Mitchell qui l'empêchait de prendre des rebonds. Et par contre, 20% d'entre vous, et ça m'étonne un petit peu plus, mais j'arrive à le comprendre quand je vous vois dans le chat, vous le classez après la place 69, parce que vous l'avez trouvé dégueulasse en playoff, et c'est vrai qu'il a été complètement dégueulasse en playoff. Ça... mérite d'être sévère avec lui, et je pensais déjà l'avoir été pas mal, mais pour moi l'échantillon de ses playoffs est quand même trop faible pour se faire un avis définitif sur lui, sachant que ça n'a duré qu'un tour. Donc oui, sur ce premier tour il a pas du tout été au niveau, mais ça me suffit pas pour non plus lui faire perdre trop de place. 14, j'ai trouvé ça bien suffisant, et cette place 61 pour Jarrett Allen, elle me semble toujours assez cohérente. Voilà pour ce qui est des places 80 à 61 dans mon top 100 NBA actuel, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Quel est le plus gros blasphème selon vous? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude ça m'intéresse à fond. Je vous rappelle aussi que si vous voulez vous faire un séjour aux États-Unis clé en main, 100% NBA, c'est avec Trip Double qu'il faut passer. Toutes les infos pour se préinscrire sont dans la description. Et puis pour finir, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si le contenu vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force, alors je ne peux que vous remercier pour tout ce soutien. À très vite.